Bonjour à tous, ici Mona Lisa du programme de démarrage pour entrepreneurs noirs de Futurpreneurs financé par la RBC. Vous écoutez le balado Startup and Prosper, l'émission qui aide les entrepreneurs en démarrage dans leur quête de développement d'entreprises prospères. Nous avons voulu créer un lieu d'expression où les gens de tous horizons peuvent se sentir écoutés et compris, tout en mettant en lumière l'état actuel de l'entrepreneuriat dans les communautés noires. Pendant la prochaine heure, laissez-nous être une source d'inspiration vers la réalisation de votre plus grand potentiel. Bonjour tout le monde, merci de vous joindre à nous pour cette 3e épisode de Startup and Prosper, un podcast de Futurpreneurs dans le cadre de son programme de démarrage pour entrepreneurs noirs. Je suis la directrice du programme et votre animatrice Mona Lisa Prosper. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de la raison pour laquelle il est important d'échapper à la mentalité de micro-entrepreneuriat, comment s'y prendre, mais aussi des causes et des raisons pour lesquelles c'est un phénomène très présent auprès des communautés noires. Plusieurs études ont été faites en 2021 pour mieux comprendre la réalité de l'entrepreneuriat auprès des communautés noires au Canada. Et c'est vraiment fascinant et très encourageant de finalement pouvoir mettre des chiffres à des constats qu'on fait depuis très longtemps. Donc, que ce soit le rapport Founders de l'organisme Pitch Better sur l'état de l'entrepreneuriat auprès des femmes noires au Canada, ou celui de la BBPA, la Black Business Professionals Association, également concentré sur les femmes noires en entrepreneuriat, ou encore celui du sénateur Colin Deakin et le groupe afro-canadien du Sénat qui portait plus largement hommes, femmes, personnes non-binaires, noirs, entrepreneurs au Canada. Les conclusions sont sensiblement les mêmes. L'accès à du financement et à des ressources et du réseautage, ça fait partie des principales barrières auxquelles les entrepreneurs noirs font face dans le cadre du lancement de leur entreprise. Sans compter aussi le fait qu'il y a une grande majorité d'entre eux qui œuvrent dans des industries plus difficiles, entre guillemets. On peut penser à la restauration, l'alimentation, le commerce de détail. La majorité des entrepreneurs sont des... alléguait le fait qu'ils avaient quand même des faibles revenus, ne leur permettant pas encore d'engager des employés. Le manque d'accès au financement, ça faisait en sorte que dans le jargon entrepreneurial, on parle de bootstrapping, donc ils devaient s'auto-financer, ce qui rend le tout très difficile quand on parle de croissance. Donc avec tout ça, quand on met tous ces éléments-là ensemble, on comprend un peu mieux pourquoi on voit que le micro-entrepreneuriat, les micro-entreprises soient en prédominance auprès de ces communautés-là. Avec nous pour en discuter aujourd'hui, on a Frénie Jean-Baptiste, fondatrice de Bayard Royal et créatrice de Souvenirs Gourmands. J'adore ce titre en passant, Frénie. Une femme noire entrepreneur qui a su valoriser l'art culinaire de ses racines et le transformer en une entreprise croissante et florissante. Et d'ailleurs, j'aimerais dire que Frénie est un succès futurpreneur qui date de bien avant notre programme, mais on est toujours bien content de voir et de reconnecter avec des entrepreneurs qu'on a financés. Alors, bonjour Frénie, bienvenue avec nous aujourd'hui. Bonjour Mona Lisa. On va commencer tout de suite. C'est un podcast entrepreneurial. Après tout, on y va toujours avec un elevator pitch pour bien mettre la table. Alors, en 30 secondes à 1 minute, dis-nous qui est Frénie Jean-Baptiste. Tout d'abord, merci Mona Lisa de m'avoir invité aujourd'hui à ce podcast. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Frénie Jean-Baptiste. Je suis propriétaire de Bayard Gâteaux, qui est une entreprise de gâteaux à base de crème au beurre que nous vendons sur une plateforme, donc en ligne, principalement. Et ça fait environ 6 ans aujourd'hui. Et il y a environ 9 mois, nous avons lancé une nouvelle ligne de produits, Bayard Royal, qui sont des gâteaux au rhum fermés sous vide que nous vendons un peu partout à travers le Québec, également en ligne. OK. Donc, si je comprends bien, Bayard Gâteaux et Bayard Royal sont toutes les deux des entreprises détenues par toi, mais tu as voulu séparer. Et donc, Bayard Royal, c'est que les gâteaux au rhum. Oui, en fait, c'est surtout stratégique parce que
pour ceux qui ne connaissent pas Bayard Royal, en fait, ce sont des gâteaux qui sont fermés sous vide et qui sont commercialisés pas seulement à Montréal, mais partout à travers le Québec. Et aussi, nous les vendons en ligne et livrons partout au Canada. Donc, question stratégique, on a voulu séparer les deux puisqu'on vise un public beaucoup plus grand. Donc, on a eu une plateforme différente, un site e-commerce différent et aussi la publicité aussi est pas mal différente. Donc, nous avons justement, la compagnie est détenue par la même personne, mais elle a été séparée. Question stratégique. OK. En tout cas, je trouve ça très très judicieux comme choix. Puis j'aurais plein de questions pour aller un peu plus en profondeur là dans cette stratégie et aussi comment tout se déroule aujourd'hui. Donc, on passe au premier segment de l'épisode qu'on aime bien appeler In the Now ou dans le moment présent. On va parler COVID. Je pense que malheureusement, c'est encore le moment présent. 5e vague ou je ne sais plus trop. Donc, comme on le sait tous, la COVID a causé plusieurs pertes d'emplois, des remises en question professionnelles. On entend la grande démission partout. Malheureusement, plusieurs fermetures d'entreprises, des ralentissements de croissance, etc. Suite à... si jamais tu étais à l'étape de démarrage de Bayard Gâteaux en ce moment, en cette période, comment tu penses que ça t'aurait affecté? Mais je peux... Disons pour Bayard Royal, j'étais à l'étape de démarrage à l'époque. Donc, en quelque sorte, ça m'a affecté. Donc, Bayard Gâteaux, on l'a lancé en 2015. On a eu la plateforme en ligne. Tout se passait très, très bien. On a eu aussi beaucoup de commandes personnalisées de mariage. Et en 2020, on était justement à l'étape de conception du packaging, à l'étape de préparation du plan de commercialisation pour Bayard Royal. Donc, lorsque justement l'état d'urgence sanitaire avait été déclaré, on a dû mettre une pause. On a dû mettre une pause sur la conception justement de Bayard Royal pour se concentrer vraiment sur les ventes de Bayard Gâteaux. Parce que ce qui s'est passé, c'est que si on se souvient, les rassemblements étaient interdits. Donc, les commandes se sont annulées les unes après les autres. Là, je me souviens comme si c'était hier. Donc, heureusement, j'avais encore la plateforme en ligne et je fais aussi pas mal de petits gâteaux, donc format pour 4, 6, 8 personnes. Donc, on a vraiment dû changer de stratégie et booster les ventes pour les petits gâteaux. Et on a dû aussi se mettre en mode livraison. Et pendant 1 ou 2 mois, c'était comme ça. Donc, j'avais vraiment arrêté de travailler sur Bayard Royal. Donc, ça a causé quand même un retard pour le lancement. On a dû le repousser de 2 à 3 mois à peu près. OK. Fait que ce que j'entends, en fait, c'est qu'évidemment, ça a chamboulé les plans complètement. Donc, même si tu étais déjà bien lancé avec Bayard Gâteaux, mais c'était le départ de Bayard Royal. Donc, comme tout bon entrepreneur, résilience, agilité. Donc, t'as réussi à pivoter puis à trouver une manière de fonctionner. Mais, OK, très, très, très intéressant. Puis maintenant, dans peut-être un peu un autre ordre d'idée, si on sort un peu de l'esprit COVID, mais t'inquiète, j'aurai d'autres questions pour toi par la suite à ce niveau-là, parce que plein de sujets intéressants. Donc, tu dis, ça fait 6 ans, c'est ça, 6 ans que tu opères ton entreprise. Puis, si on se rapporte là, à peu près il y a 6 ans, l'entrepreneuriat est en pleine effervescence, oui, mais il y avait peut-être moins d'emphase sur l'entrepreneuriat spécifiquement spécifiquement auprès des communautés noires, même auprès de la diversité. C'était sur certaines lèvres, mais pas encore sur toutes les lèvres, disons comme ça l'est aujourd'hui. Est-ce que tu ressens une différence palpable ou positive, négative, peu importe là? Si tu avais à démarrer ton entreprise aujourd'hui, ou du moins là, comme on parle de Bayard Royal, le démarrage de Bayard Royal dans cette ère, est-ce que tu sens une différence par rapport à il y a 6 ans à ce niveau-là? Oui. En fait, il y a 2 grandes différences principalement.
j'ai senti après 2020, mais on s'est rendu compte, on le sait tous, le triste événement, la mort de George Floyd en 2020. Déjà, tout de suite après cet événement, j'ai senti une plus grande visibilité parce que on s'est rendu compte, il y a eu des articles, il y a eu beaucoup d'informations qui ont été relayées sur les médias sociaux, un désir aussi pour les communautés non racisées aussi de prendre connaissance, de connaître beaucoup plus d'entrepreneurs, de personnalités publiques noires. Donc déjà tous ces partages-là, parce que beaucoup de mes posts sur les médias sociaux se partageaient, m'avait donné une plus grande visibilité. Et jusqu'à présent, je ressens encore les effets de cet élan, de cet engouement, parce que j'ai encore des clients qui viennent me voir aujourd'hui, mais parce qu'il y a des articles qui ont été écrits au sujet justement des obstacles auxquels font face les communautés racisées, mais des gens qui veulent justement aider à diminuer cet écart-là, font le choix de supporter des entreprises noires. Donc, j'ai des gens qui ont fait affaire avec moi et qui me disent depuis quelque temps déjà, ils font l'effort vraiment de supporter des entreprises noires. Et pas juste noires, on va dire des entreprises de personnes racisées. Et puis, j'ai aussi remarqué qu'il y a beaucoup plus de ressources. D'ailleurs, si aujourd'hui je suis en train de te parler, c'est à cause de ça. Donc, comme je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est mon tout premier podcast. Donc, avant ça, j'ai jamais eu d'autres médias ou d'autres qui m'ont contacté justement pour faire des podcasts. Donc, pourquoi? C'est parce que justement Futurpreneur a pris la décision de mettre en place un programme dédié aux communautés noires et ils ont mis une directrice issue de la communauté noire, donc qui est justement aujourd'hui qui est, je veux dire, plus consciente de ce qui se passe dans la communauté et qui justement donne une voix aux gens issus de la diversité aujourd'hui. Ben, écoute, c'est très beau ce que tu dis, puis ça me fait penser à un autre épisode aussi où on parle vraiment de ça, en fait, comment le mouvement, la ressurgence du mouvement Black Lives Matter a propulsé ou même aidé des entrepreneurs à se lancer. Puis c'est un peu ce à quoi tu fais allusion, parce que si je comprends bien, au moment où tu as lancé Bayard Gâteau il y a 6 ans, toute cette visibilité-là, ou ce désir du moins de connaître et de mieux mettre de l'avant les entreprises issues des communautés noires étaient pas aussi présents. C'était comment à l'époque? Parle-nous-en peut-être un peu, si tu t'en rappelles, si tu as quelques faits saillants. Disons à l'époque, moi, ce qui m'a beaucoup aidé à l'époque, c'était beaucoup les médias sociaux. Donc, j'ai dû faire mes preuves à travers les médias sociaux. Je pense que durant les premiers mois, parce que je me suis jamais vraiment mis de l'avant. Donc, les gens ne savaient pas si c'était une personne racisée ou pas qui était derrière Bayard Gâteau. Puis, de fil en aiguille, j'ai rencontré du monde. Donc, j'ai dû faire pas mal de réseautage au début avant de pouvoir me faire citer dans les blogs ou des articles. J'ai dû vraiment faire mes preuves. Et je pense que avoir cet environnement, avoir ces ressources pour la communauté, pour des gens de la communauté noire, c'était je ne veux pas dire qu'il n'y en avait pas, mais il y en avait beaucoup moins. Donc, des fois, parce que moi, j'ai toujours créé des produits exotiques, des des saveurs exotiques, mais des fois, il fallait beaucoup que je m'explique. Donc, quand j'allais voir, exemple, même au début, le Futurpreneur, et je pense que la première personne que j'avais contactée ne comprenait pas vraiment tellement bien mon projet. Donc, il fallait vraiment que je m'explique beaucoup à chaque fois que comment dire ça, que j'essaie de vulgariser ce que je veux faire. Et puis aussi, même au niveau comment dire ça, des collaborations aussi avec des gens. Certaines fois, il y a des gens qui comprenaient pas ce que je faisais. Donc, on sent quand même qu'il y a une grosse différence par rapport à comment j'ai dû me débrouiller dans les débuts, les efforts que j'ai dû mettre versus pour Bayard Royale aujourd'hui.
Donc, parce qu'avec Barrière Royale, j'ai eu une visibilité beaucoup plus rapide. C'est sûr que j'avais la compagnie de Barrière Gâteau qui m'a donné un coup de pouce, mais j'ai eu aussi beaucoup de, médias, disons, avec surtout, je sais pas si Futurpreneur, par exemple, qui ont mis un secteur comme une catégorie pour les personnes noires. J'ai aussi Unite and Prosper aussi, avec Carla Beauvais, qui ont mis une application. Donc, j'ai eu plus accès à ce genre de ressources. Très, très, très intéressant. Puis tu vois, je trouve, il y a un point que tu as mentionné sur le fait de devoir, tu avais beaucoup à expliquer ton entreprise, tes saveurs, un peu et puis tout ce que tu fais. Puis ça m'amène un peu à la raison pour laquelle je trouvais vraiment intéressant de t'avoir toi comme invité pour parler du micro-entrepreneuriat. Parce que justement, je trouve que tu œuvres dans une industrie où c'est très facile de tomber entre énormes guillemets là, et de demeurer dans cet état d'esprit-là, et tu as su faire tout le contraire. Et puis aussi, ce que je trouve intéressant, c'est que, écoute, on a tous une tante ou un oncle dans la famille qui fait de très bons gâteaux, qui est la personne attitrée pour faire les gâteaux de chaque fête de cousins, d'oncles et tantes. Il y a toujours cette personne, mais rarement est-ce que cet oncle ou cette tante-là va amener l'entreprise, en guillemets, un peu plus loin. Peut-être c'est souvent vu comme quelque chose qu'on fait à côté, il y a une expertise de la recette, elle n'est jamais partagée, elle reste secrète. mais voilà, fait que je trouve ça beau de voir, en fait, si je me trompe pas, toi, tu as repris une recette de ta grand-mère et tu as su commercialiser le tout. Et là, tu amènes les choses encore à un autre niveau. Donc voilà. Donc moi, je trouvais ça intéressant. Je trouve que c'est très très lié à tout ce dont tout ce que je veux parler aujourd'hui. Ce qui m'amène au prochain segment de l'épisode The Grind, ou le vif du sujet. Alors là, on va parler, Frénie, là, de tes débuts, on va décortiquer, je veux comprendre aussi la stratégie, comment tu t'es pris. Raconte-nous plus spécifiquement les débuts de Barrière Gâteau. Comment tu as commencé la pâtisserie? C'est une très longue histoire. En fait, elle est plutôt simple quand même. Moi, j'ai grandi en Haïti. Donc, jusqu'à mes 19 ans, avant de venir ici au Québec. Et je cuisinais beaucoup avec ma grand-mère. Donc, j'en ai parlé déjà par le passé. Donc, elle faisait des gâteaux, elle faisait un peu de pâtisserie. Donc, depuis 4 ans déjà, je l'accompagnais en cuisine, je l'aidais beaucoup en cuisine. Puis, finalement, quand je suis venue au Québec, donc, j'ai pris un parcours très typique. Donc, j'ai été à l'université. Franchement, l'entrepreneuriat, ce n'est pas quelque chose qui m'intéressait. Puis, je pense que à un moment donné, j'écoutais beaucoup de vidéos YouTube. Et puis, il y avait une ou deux filles que je suivais puis qui parlaient d'entrepreneuriat. Puis ça a piqué ma curiosité. Dans un premier temps, j'ai pas essayé. En fait, j'ai pas lancé d'entreprise en alimentation. Je pense que la première entreprise que j'ai lancée, c'était une entreprise en décoration d'anniversaire et de fête. En fait, j'ai toujours aimé le e-commerce. Donc, j'avais lancé une plateforme e-commerce et puis je voulais vendre des articles de fête. Finalement, ça n'a pas fonctionné parce que justement, ça demandait un très, très grand investissement que j'avais pas à l'époque. J'étais étudiante. Et puis, finalement, entre-temps, ma grand-mère, elle est tombée malade. Donc, elle a été atteinte d'un cancer. Donc, j'ai dû, disons, mettre une pause sur déjà l'entreprise, ça fonctionnait pas très bien. Donc, j'ai décidé d'arrêter et puis vraiment de passer plus de temps avec elle. Donc là, à l'époque, ce que je faisais, c'est vraiment étudier. Et puis, ma grand-mère, elle était à New York. Elle se faisait soigner à New York. Donc, j'allais la voir presque, disons, mensuellement. On passait du temps ensemble. Et elle est revenue tout juste, peut-être un mois avant qu'elle décède. Elle est venue ici à Montréal, passer un dernier moment avec nous. Puis là, c'était vraiment comme avant. On a recommencé à cuisiner, bien qu'elle était très affaiblie à l'époque. Puis c'est là que ça a fait ça a catché en fait dans ma tête. Je me suis rendu compte que, mais finalement, j'ai toujours aimé la cuisine.
parce que justement j'adorais cuisiner, j'avais pas mal d'équipements déjà à ma disposition. Mais pourquoi je ne lancerais pas une entreprise en alimentation? Puis ma grand-mère, on faisait beaucoup de gâteaux ensemble, mais j'ai dit, mais pourquoi je ne lancerais pas une entreprise en pâtisserie? Et c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision de lancer Bayer Gâteau. Et puis, j'ai rapidement fait mon premier logo. J'ai enregistré le nom. D'ailleurs, Bayer, c'est le nom de famille de ma grand-mère. Et puis, je l'ai montré à ma grand-mère. Elle était vraiment émue. Elle était émue. Wow. Et puis, je pense peut-être même pas 2 semaines après, elle est décédée. Et puis finalement, j'ai continué à travailler sur le projet. Je l'ai lancé à peut-être 2 mois après ça. Donc, c'est vraiment comme ça que j'ai débuté Bayer Gâteau. Wow! Et c'est une belle histoire. Oui, une très belle histoire. Une belle manière de continuer à faire vivre ta grand-mère. Exactement, à travers tout ça. Et donc, si je comprends bien, à tes débuts, c'était en guillemets une entreprise à temps partiel. Donc tu n'étais pas encore, à ce moment-là, tu ne t'étais pas encore sauté à pieds joints. Non, absolument pas. En fait, moi, je suis comme ça. J'aime essayer, tu vois. Donc, je peux te dire qu'au début de Bayer Gâteau, je pensais jamais avoir une entreprise, disons, de gâteaux. J'avais pas encore ce rêve de commercialiser mon produit dans partout au Québec. Moi, tout ce que je voulais, c'est avoir une entreprise. Ben déjà, pour moi, c'était un défi, hein, parce que je voulais absolument, j'avais aucune envie vraiment de rentrer dans l'entrepreneuriat. Mais déjà, là, juste le fait d'avoir une entreprise, disons à côté, c'était tout un défi pour moi. C'était un défi que je m'étais lancé parce que j'ai vu d'autres personnes le faire, j'ai vu d'autres filles le faire, puis je l'ai fait. Et puis de fil en aiguille, c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. OK. Ah, c'est super. Mais justement, comment est-ce que tu es passé de OK, je veux essayer, j'ai vu d'autres personnes le faire, voilà, je commence à faire des gâteaux. Puis au départ, c'était sur commande? Tu avais une plateforme en ligne déjà? Non, j'ai toujours eu une plateforme en ligne parce que dès le début, je voulais faire quelque chose de différent. Parce on le sait, il y a beaucoup de pâtissières à Montréal, dans la communauté aussi, il y a beaucoup de pâtissières très talentueuses. Mais là, je voulais me démarquer dès le début. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire de différent? Déjà que j'aimais le e-commerce, je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire des gâteaux prédécorés? Puis, je pourrais le vendre en ligne. Puis, les gens, tout ce qu'ils avaient, c'est en 2 clics, sélectionner le gâteau et puis nous, on faisait la livraison. Donc, c'est exactement ça. Alors justement, moi, je me demande comment est-ce que tu es parvenu à arriver à cette conclusion-là? Avais-tu des mentors, des personnes ressources qui t'ont aidé à vouloir justement faire plus avec moins? Oui, donc moi, en fait, maintenant, j'ai des mentors, mais justement, à l'époque, j'avais pas encore de mentors. Par contre, je peux dire que directement, j'avais pas de mentor, mais indirectement, oui, parce que j'écoutais beaucoup de podcasts. Je suivais beaucoup des entrepreneurs à succès sur YouTube, Instagram. Je lisais des livres en entrepreneuriat. Et ce que je me rendais compte, c'est que surtout dans le milieu de l'alimentation, mais les gens qui réussissaient souvent à laisser l'étape de micro-entrepreneuriat à une plus grande entreprise, c'est souvent des gens qui se concentraient souvent sur 1 ou 2 produits, qui s'arrangeaient en sorte à avoir beaucoup d'économies d'échelle et puis qui poussaient ce produit-là. Donc là, j'ai décidé justement d'avoir une stratégie similaire. Donc je me suis dit, mais au lieu d'essayer de faire plusieurs choses à la fois, plusieurs produits à la fois, mais choisis donc 1 ou 2 produits que tu maîtrises très bien et puis commercialise-le. Super, c'est vraiment
Je trouve ça intéressant puis très ingénieux en fait, puis très aligné avec ce dont on discute aujourd'hui. Puis tu donnes sans t'en rendre compte, mais pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, beaucoup de conseils sur comment s'y prendre dans ce genre d'industrie-là pour évoluer puis avancer. Mais là, c'est bien beau avoir cette stratégie développée comme ça, mais au niveau de la production, tu nous as parlé au début, tu as été chercher ta certification de la MAPAC, donc pour pouvoir avoir le droit d'adéquatement donc de faire tester ta cuisine pour que tout suive les règles. Comment ça se passe la production? Parce que si je comprends bien, il y a Bayard Royal, la production de gâteaux Rome, qui eux peuvent être mis sous vide, vendus dans des points de vente, mais tu fais aussi tes gâteaux, tes autres gâteaux qui sont prédécorés ou qui peuvent être faits sur commande. Ça a l'air de quoi une semaine de production chez Bayard Gâteaux et Bayard Royal? Ça a été très, très intense les derniers mois. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent les gens pensent que j'ai une très grosse équipe. Nous, on fonctionne encore à 3, ok? Nous sommes uniquement 3. Il y a moi, ma mère, qui m'aide beaucoup en production, et mon conjoint. Donc, c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai dû avoir pas mal de stratégies pour simplifier mon processus justement de production et fabrication. Donc, en ce moment, j'opère en fait d'une cuisine commerciale. Donc, la stratégie que j'ai utilisée, c'est de sous-louer. Donc, il y a une boulangerie à Saint-Léonard qui font déjà une très grosse production de pain et puis qui fournissent à des restaurateurs. Donc, on sous-loue leur local. Donc, on est encore là-bas. Donc, ça me donne un gros coup de pouce pour la transition que je fais, parce que non seulement je peux économiser ou payer un montant beaucoup moins énorme que ce que j'aurais payé si j'avais déjà une usine ou un très gros local. Et puis je peux aussi profiter de leur expertise, de leurs conseils. Donc là, comment ça fonctionne, c'est que du lundi au mercredi, donc là, on s'adonne beaucoup à tout ce qui est production. Donc, on reçoit nos commandes durant la fin de semaine, donc vendredi et samedi, donc tous les points de vente, on reçoit leurs commandes. Et de lundi à mercredi, donc on prépare tout ça. Et du jeudi au vendredi, mais nous faisons la livraison. Donc, c'est pas mal ça. OK, mais c'est quand même toute une planification. Et puis, maintenant, pour Bayard Royal, parce que j'en reviens, je donne l'exemple qui se vend chez Provigo, comment ça fonctionne? Parce que moi, il y a deux choses qui me viennent en tête quand on veut vendre des produits comme ça dans des magasins de grande surface. Il y a d'une part le magasin à certaines commandes minimales, certaines limites, mais aussi ce magasin-là, pour tout ce qui est nouveaux produits, en général, demande aussi à savoir très bien si moi je mets ton produit sur mes étalages, comment tu vas faire pour attirer une clientèle chez moi pour acheter les produits sur l'étalage. Donc, comment ça s'est passé, cette discussion-là, avec les plus gros joueurs pour les points de vente où tu vas? Là, je vais peut t'expliquer comment je suis arrivée à faire ça, justement. Quand j'ai lancé Bayard Royal, ok, donc dans un premier temps, moi, je voulais surtout vendre en ligne et à quelques points de vente indépendants, donc les plus petits magasins, les plus petites épiceries fines. Donc, je pense que j'ai commencé comme ça. Donc, j'ai contacté une ou deux épiceries fines, des gens qui avaient l'air plutôt ouverts à ça. Donc, je suis pas mal d'épiceries fines sur les médias sociaux et puis qui ont accepté d'avoir le produit. Donc, pour le IGA, donc je peux t'expliquer comment ça se fait pour mon premier IGA. Ouais. C'est que les IGA et Sobeys, en fait, la plupart des magasins sont des magasins indépendants. Donc, disons que c'est similaire à des franchises, mais les propriétaires, justement, ont une plus grande liberté sur le choix de leur... En fait, ils peuvent adapter leur offre à leur clientèle. Donc, il y a des
si tu es capable de fournir, donc s'il y a quelqu'un qui est capable de fournir les 300 IGA à travers le Québec, les 1500 magasins de Sobeys, tu pourrais passer par le bureau chef, donc et puis te faire lister et être distribué partout à travers le Québec. Mais quand tu es plus petit, et même ceux qui sont beaucoup plus grands, mais si tu n'as pas encore fait tes preuves, ben idéalement, je te dis idéalement, mais c'est ce chemin qu'emprunte pas mal de monde, c'est d'aller voir le IGA du coin, de rencontrer le propriétaire, et des fois même juste, moi je suis surtout dans la section boulangerie, donc je rencontre que les gérants. Donc tu vas voir le IGA du coin, puis tu leur parles de ton produit. C'est aussi simple que ça. C'est sûr que dans un premier temps, il va falloir faire un travail. Par exemple, moi j'ai contacté la MAPAC, et puis juste pour savoir c'est quoi les prérequis. Donc il faut avoir un packaging avec toutes les normes. Les ingrédients doivent être listés, on doit avoir un code barre, donc il va falloir faire tout ce travail. Ça m'a pris quand même une bonne partie de l'année de 2020. La valeur nutritionnelle, donc il faut être prêt. Puis à partir du moment où tu es prêt, la prochaine étape, ce serait vraiment d'aller discuter, d'aller rencontrer un gérant. Très inspirant comme message. On entend ici le réseau et ne pas avoir peur d'aller trouver des ressources et vraiment de s'entourer de gens plus loin que nous parce que ça va nous tirer vers le haut, comme on dit. Donc, un grand merci, Frénie. Merci à nos auditeurs et nos auditrices de nous suivre. Assurez-vous de vous abonner à notre podcast sur toutes les plateformes de diffusion et à très bientôt. Vous venez d'écouter un épisode du balado Startup and Prosper avec votre hôte Mona Lisa. Abonnez-vous à notre balado disponible sur toutes les plateformes de distribution. Et pour plus d'informations sur le programme de démarrage pour entrepreneurs noirs de Futurpreneurs financé par la RBC, rendez-vous au www.futurpreneur.ca/BESP.